Les vraies frontières de l'Amérique ne sont pas des lignes sur une carte, mais là où les lumières restent allumées. Regardez la carte des États-Unis. Propre, lumineuse, des frontières d'États soigneusement tracées, des grappes de villes. Maintenant, passez-la en mode sombre, les couleurs s'estompent, les frontières disparaissent, les États s'effacent dans l'obscurité. Tout ce qui reste, c'est un espace noir et des grappes de lumière, denses, connectées et ininterrompues, vues de l'espace. L'Amérique ne ressemble plus à 50 États, elle ressemble à une poignée d'organismes massifs, palpitants et vivants, séparés par un vide noir. Maintenant, dézoomez, observez bien. Les zones sombres restent sombres, mais les zones lumineuses ne s'éteignent jamais. Ces grappes lumineuses ne sont pas seulement des villes, elles sont quelque chose de plus grand, ce sont des méga-régions. Nous avons passé 200 ans à nous concentrer sur les États-Unis, mais la réalité sur le terrain, c'est que le pays s'est organisé en 11 méga-régions différentes. Et ces toiles lumineuses cachent un immense bouleversement du pouvoir, qui est sur le point d'effacer les frontières des États avec lesquels vous avez grandi. Une méga-région n'est pas une seule ville, ce n'est pas une banlieue tentaculaire, c'est un vaste réseau continu de villes, de banlieues et d'infrastructures qui fonctionnent comme un seul et même système économique. Dans une méga-région, des millions de personnes vivent, travaillent et circulent entre des dizaines de villes comme si c'était des quartiers d'un même lieu. L'intégration est la principale caractéristique. Ces zones mutualisent marché du travail, transport, chaîne d'approvisionnement, réseau électrique, ressources en eau et infrastructures numériques. Une personne peut vivre dans une ville, travailler dans une autre et dépendre de services répartis dans toute la région. Les méga-régions se forment lorsque la distance s'efface, que le temps de trajet diminue et que la communication devient constante. Des villes distinctes commencent à fusionner au fil du temps. Elles cessent de se faire concurrence et commencent à fonctionner ensemble. C'est la différence essentielle. Les villes se font concurrence, les méga-régions coopèrent, non par choix, mais par nécessité. Si vous regardez la carte, vous verrez que les 11 zones n'occupent qu'une petite fraction du territoire américain, moins de 20%. Mais elles regroupent plus de 70% de la population. Elles génèrent plus de 75% de la richesse. Ce sont les endroits où les lumières ne s'éteignent jamais, les zones qui ont pris le dessus sur le reste du pays. Si vous ne vivez pas déjà dans l'un de ces pôles, il y a de fortes chances que ce soit le cas d'ici 2040. Elles absorbent les talents, l'argent et le pouvoir politique du pays. Les espaces vides ne sont qu'un décor sombre. La croissance de ces 11 régions est constante et agressive, repoussant les limites de l'espace qu'une seule zone urbaine peut occuper. Regardez le nord-est, par exemple, une bande de 800 km appelée Boswash. C'est un immense chemin lumineux qui commence dans les forêts du Maine et ne s'arrête qu'en arrivant dans le nord de la Virginie. 53 millions de personnes vivent dans cet ensemble, soit plus que la population de l'Espagne. Elle fonctionne comme le siège mondial de l'argent de Wall Street jusqu'au pouvoir à Washington. On peut prendre le train pendant des heures sans presque jamais perdre de vue un gratte-ciel, et ce n'est pas la seule. Regardez à l'ouest, pour voir comment la région des Grands Lacs a évolué. D'anciennes ceintures d'usines, elle est devenue un vaste cœur industriel. Elle relie Chicago, Détroit, Cleveland et Pittsburgh, mais elle ne s'arrête pas à la frontière. Elle est économiquement fusionnée avec Ottawa, Montréal et Québec. C'est un géant transfrontalier de l'industrie lourde et du transport maritime. Cette connexion avec le Canada prouve que les méga-régions ignorent non seulement les frontières des États, mais aussi les frontières nationales. Près de Pittsburgh, les lumières des Grands Lacs commencent à effleurer la limite ouest du nord-est. C'est la naissance d'une méga-région. Alors que le nord est synonyme de densité et d'histoire, le nouveau sud et l'ouest sont sur le point d'exploser. Ces régions évoluent tellement vite que les cartes ont du mal à suivre. Le triangle texan relie Dallas-Fort Worth, Houston et San Antonio, avec Austin au centre. Il compte plus de 20 millions d'habitants et croît plus vite que presque toutes les autres régions. Elle agit comme un pays dans un état, puissante dans l'espace, le voyage, l'énergie et les puces. Le sud de la Californie, sur le Pacifique, a dépassé Hollywood. C'est une porte d'entrée de 25 millions de personnes pour le commerce mondial, s'étendant de la frontière de San Diego jusqu'à Los Angeles et Santa Barbara. Elle s'étend davantage vers l'est, dans le désert du Nevada, vers Las Vegas. C'est la porte maritime la plus fréquentée de l'hémisphère occidental. La quantité de marchandises transitant par ces ports peut approvisionner tout le continent. Si ces explorations cartographiques vous plaisent, pensez à vous abonner.
Les méga-régions continuent de croître, et cette chaîne devrait en faire autant. Plus au nord, la Californie du Nord est devenue le centre intellectuel mondial, centré autour de la baie de San Francisco, et s'étendant jusqu'à Sacramento. C'est la capitale de l'intelligence artificielle et de la technologie. C'est une région définie par la proximité de ses talents. Le reste du pays se transforme en chaîne de développement qui relie différentes industries entre elles. Ces chaînes agissent comme un filet de sécurité, garantissant que si une ville rencontre des difficultés, les autres peuvent la soutenir. Le corridor de Floride est une chaîne de développement, reliant le centre financier de Miami au pôle touristique d'Orlando et à la technologie spatiale de la côte atlantique. Le piémont atlantique est le moteur du Nouveau Sud. C'est un axe bancaire et de recherche qui s'étend d'Atlanta à Charlotte, jusqu'au triangle de la recherche à Raleigh-Durham. La côte du Golfe est un cœur énergétique et chimique qui s'étend de Houston à la Nouvelle-Orléans jusqu'à Mobile. Ce sont des boucles à grande vitesse d'activité humaine qui ne cessent jamais de bouger. Mais cela ne résultait pas d'un grand plan. Ce n'était pas une idée conçue dans les années 50 lors d'une réunion. C'était un changement désordonné et naturel, dicté par la géographie, l'argent et un besoin constant de rapidité. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, nous devons examiner les chocs qui ont rapproché ces villes. Au départ, en 1790, l'idée d'une méga-région aurait semblé être un rêve. À l'époque, les villes étaient isolées et non connectées. Vivre à Philadelphie, c'était comme si New York était sur la Lune. Un voyage entre les deux prenait des jours de trajet chaotique en diligence sur des chemins boueux. La première méga-région n'est pas née de la politique, elle était née de l'infrastructure. D'abord, il y a eu l'eau. Le canal Erie, en 1825, ne servait pas seulement à transporter des céréales, il a aussi lié l'avenir de New York au Midwest. Puis est venu le chemin de fer, transformant des jours en heures et réduisant des régions entières en un seul système économique. Et après la Seconde Guerre mondiale, le véritable essor des méga-régions a commencé avec l'arrivée de la voiture. Parce qu'en 1956, le Federal Aid Highway Act a permis la construction de 66 000 km de routes à grande vitesse. Et soudainement, tout ce qui se trouvait entre les villes a explosé. Avant l'autoroute inter-État, on vivait là où on travaillait. Après son arrivée, la banlieue s'est étendue, les trajets se sont allongés, et les villes ont cessé d'être isolées pour fonctionner comme une seule machine connectée. Chacune de ces inventions n'a pas seulement relié les villes, mais aussi créé une dépendance entre elles. Et une fois que cela se produit, la carte ne concerne plus les frontières, mais la pression. Cela a entraîné la domination des banlieues. Au fur et à mesure que les gens quittèrent les centres-villes bondés pour un jardin et une clôture blanche, les villes se sont étendues vers l'extérieur. Regardez une carte des Grands Lacs ou du Nord-Est. À partir de cette époque, l'espace vide entre Philadelphie et Trenton, ou entre Chicago et Milwaukee, a commencé à se remplir de maisons, de centres commerciaux et de stations-service. Les autoroutes ont transformé ces régions en de longs chemins continus de circulation. Les villes n'étaient plus distinctes, formant une ligne floue qui continuerait de s'étendre. Alors que le nord restait uni grâce aux autoroutes, le sud et l'ouest ont été transformés à jamais par l'invention de la climatisation intérieure. Avant les années 1950 Phoenix, Miami et Houston étaient saisonniers. Le climat y était trop chaud, trop humide ou trop rude pour accueillir de grandes populations toute l'année. La climatisation a provoqué l'un des plus grands mouvements de population de l'histoire des États-Unis. Sans elle, le Sud moderne n'existerait pas. Des millions ont quitté la Rust Belt pour la Sun Belt, contribuant à la croissance rapide de méga-régions comme le Triangle du Texas, le Corridor de Floride et le Corridor du Soleil en Arizona. Aujourd'hui, nous vivons un changement encore plus important, l'expansion numérique. Nous sommes passés du navetteur au méga-travailleur, où le travail hybride étend le rayon de travail pratique d'environ 50 km à entre 160 et 240 km. Le résultat est simple, les gens peuvent vivre plus loin, mais leur argent, leur emploi et leur vie quotidienne restent liés à la même économie régionale. C'est pourquoi des villes comme Princeton, au Texas, ou la périphérie de Sacramento, en Californie, connaissent une croissance record. Elles sont absorbées par le pôle de la méga-région. Un ingénieur logiciel travaillant à Austin peut vivre à 2 heures, dans les collines, mais dépense toujours dans le triangle du Texas et utilise l'aéroport d'Austin. Ils font toujours partie de cet organisme vivant régional. À cause de ces chocs, les 11 méga-régions sont devenues comme d'immenses aspirateurs économiques. Elles ne font pas que croître, elles aspirent la sève vitale du reste du pays. Ces régions sont reliées entre elles comme des maillons d'une chaîne. Si un maillon casse, les autres en ressentent les effets. Mais il y a désormais des problèmes plus graves, comme la fuite des cerveaux. Les méga-régions proposent les meilleurs salaires et réseaux.
Les jeunes les plus brillants des zones rurales s'y installent. Les entreprises suivent parce que c'est là que se trouve le talent. La méga-région s'enrichit encore plus, attirant encore plus de talents. Les 11 méga-régions sont maintenant des blocs de pouvoir solides. Elles sont autosuffisantes. Mais si ces 11 méga-régions sont si puissantes, si elles ont l'argent, la technologie et la volonté de s'étendre, pourquoi n'ont-elles pas fusionné ? Pourquoi les États-Unis ne forment-ils pas une lueur continue de lumière, de New York à San Francisco ? Ils ont rencontré un problème que l'argent ne peut résoudre. Jetons un coup d'œil à l'image satellite Black Marble de la NASA. Entre ces 11 îlots lumineux d'humanité, il y a d'immenses zones sombres. Ce ne sont pas que des espaces vides, mais de vraies barrières physiques, des zones interdites à l'expansion urbaine. La méga-région de la Front Range, centrée sur Denver et Colorado Springs, est actuellement l'un des endroits à la croissance la plus rapide du pays. C'est une région riche, high-tech et en pleine expansion. Mais à l'ouest se dresse l'immense et rocailleux massif des Rocheuses. Peu importe la richesse de Denver, on ne peut pas asphalter un sommet de montagne. Le manque de terrain plat et les hivers rudes signifient que la Front Range ne rejoindra jamais la Cascadie ou le nord de la Californie. La nature a tracé une frontière nette en Californie. Les Rocheuses font en sorte que l'ouest reste une collection de postes isolés, plutôt qu'un réseau uni. Un autre obstacle invisible mais puissant est la barrière de pluie qui commence au 100e méridien. Si vous regardez une carte de la population, il y a une nette falaise verticale qui traverse le centre du pays. À l'est de cette ligne, les lumières sont regroupées. À l'ouest, la carte s'assombrit. C'est là que la pluie s'arrête. L'eau est la seule chose sans laquelle aucune ville ne peut survivre, et l'ouest n'en a tout simplement pas assez. Tout à l'est de cette ligne reçoit assez d'humidité du golfe d'Amérique, anciennement le golfe du Mexique, et de l'Atlantique pour soutenir d'immenses populations tentaculaires. À l'ouest de cette ligne, vous pénétrez dans les hautes plaines. Sans projets hydrauliques de plusieurs milliards de dollars, la Terre ne peut soutenir une méga-région. On peut traverser le Nebraska ou le Kansas pendant 8 heures, sans jamais croiser de regroupement suffisant pour être qualifié de méga. Dans le sud-ouest, le désert agit comme un fossé naturel qui empêche les différents pôles de se toucher. La méga-région du sud de la Californie et l'Arizona Sun Corridor ne sont séparés que par quelques centaines de kilomètres de terre principalement plate, mais ces kilomètres comptent parmi les plus hostiles de la planète. Les déserts de Mojave et de Sonora agissent comme un frein absolu contre l'étalement urbain. La chaleur y est si intense qu'elle crée une barrière plus efficace que n'importe quelle clôture. Bien sûr, des trains à grande vitesse finiront par combler cet écart, mais le désert veille à ce qu'il n'y ait jamais de bande continue de Los Angeles à Phoenix. Le manque d'eau constitue une limite infranchissable à l'expansion de ces régions. Les Appalaches jouent un rôle de ralentisseur, plus modeste mais tout de même très efficace pour le développement à l'est. Ces montagnes, moins hautes que les Rocheuses, ont un terrain dense, des vallées étroites et un sol accidenté. Au XVIIIe siècle, elles arrêtèrent les pionniers. Aujourd'hui, elles empêchent la méga-fusion. Le relief oblige nos routes, nos lignes électriques et nos voies ferrées à suivre des passages étroits. C'est pourquoi, bien qu'elles soient relativement proches, la puissance financière de New York et le centre bancaire de Charlotte restent deux entités distinctes. Les montagnes agissent comme un point de friction, ralentissant le déplacement des personnes et empêchant les deux régions de fusionner en une seule super-région de la côte Est. Ensuite, il y a le fleuve Mississippi, véritable artère du commerce américain, mais c'est aussi un énorme facteur de division. Les plaines inondables qui entourent le fleuve comptent parmi les plus fertiles de la planète. Les zones humides du bassin du Mississippi créent un espace vide entre les grands lacs et le piémont atlantique. Le fleuve exige son espace, et les humains ont appris à leurs dépens à ne pas construire trop près. La nature a en quelque sorte réservé ses terres à l'agriculture. On ne peut pas construire un gratte-ciel de 50 étages sur un delta qui veut être sous l'eau tous les 10 ans. Cela crée une ceinture verte naturelle qui sépare le nord industriel du sud suburbain. Si vous vivez en Cascadie, votre vie est définie par le Pacifique et les forêts. Si vous vivez dans le triangle du Texas, votre vie est définie par la chaleur et la prairie. Chaque île développe sa propre façon de penser, basée sur la terre sur laquelle elle se trouve. La géographie ne fait pas que freiner la conquête, elle façonne la personnalité de chaque région. Mais que se passe-t-il lorsque les méga-régions atteignent leurs limites ? Les villes sont devenues comme des aimants géants pour l'argent et les talents. Mais ce succès déclenche une guerre silencieuse qui pourrait laisser la moitié du pays à la traîne. Chaque méga-région se bat pour la ressource la plus précieuse de la planète, le talent humain. C'est une lutte pour l'avenir, où il s'agit d'attirer les esprits les plus brillants et les idées les plus innovantes.
dans ce nouveau contexte, sans croissance, on se fait absorber. Et cette prise de contrôle a un côté sombre. La promesse d'une scène plus grande, de capitaux risqueurs spécialisés et d'un salaire plus élevé est trop tentante pour que la plupart des meilleurs et des plus brillants la refusent. Ils quittent les bourgs et les petites villes. Ils laissent derrière eux des communautés non seulement plus âgées et plus pauvres, mais privées des personnes nécessaires pour résoudre ces problèmes. Les données montrent clairement une Amérique à deux vitesses. Alors que les méga-régions connaissent un essor, les zones intermédiaires font face à une crise démographique terminale. Cela crée un cercle vicieux dévastateur. À mesure que les gens partent, les entreprises suivent, ce qui vide encore davantage l'économie locale. Cela laisse de nombreuses petites villes se demander si elles ont un avenir, ou si elles sont vouées à devenir des zones fantômes. La croissance de ces régions à travers les frontières des États a conduit à l'émergence d'une méga-gouvernance, car l'économie de la méga-région ne se soucie pas de la frontière entre le New Jersey et New York, ou l'Indiana et l'Illinois. Les dirigeants de ces régions contournent désormais totalement les capitales des États. Ils forment des super accords pour gérer les systèmes massifs, l'eau, l'énergie et les transports, qui maintiennent la région en vie. L'initiative régionale sur les gaz à effet de serre dans le Nord-Est montre comment les États commencent à agir comme des blocs régionaux, en gérant le carbone à travers le corridor Boswash. Les transports évoluent de la même manière. Dans le triangle du Texas, des promoteurs privés militent pour un train à grande vitesse qui pourrait relier Dallas et Houston en 90 minutes, transformant ainsi les deux villes en une seule unité économique. Et le travail hybride accélère cette transition. De plus en plus de personnes s'installent dans la grande banlieue, tout en restant liées à la même méga-région économique, ce qui crée des identités régionales plus fortes. Les gens se définissent par leur pôle plutôt que par leur état. Mais un changement soudain est sur le point de forcer des millions de personnes à retourner vers le nord. D'ici 2050, les cartes du XXe siècle seront des objets de collection. La prise de contrôle sera totale. L'Amérique ne sera plus une nation composée de méga-régions. Ce sera une nation constituée de 11 méga-régions super connectées séparées par une vaste zone de services automatisés. La technologie aura construit des ponts à grande vitesse au-dessus des fossés qui nous séparaient autrefois. Nous voyons déjà les premiers signes. Le train à grande vitesse et les voies de transport autonomes transforment les déplacements en un événement à grande vitesse. Lorsque vous pouvez passer d'une maison tranquille dans le désert à une réunion à Los Angeles plus vite qu'en voiture à travers la ville, les deux régions deviennent une seule zone économique. L'avènement de l'IA omniprésente signifie que le pôle de la méga-région s'étendra dans le monde numérique. Nous voyons déjà apparaître une géographie à deux niveaux. Vous pouvez physiquement vivre dans une petite ville de la trouée des Appalaches. Mais si votre vie numérique est ancrée dans le corridor du Nord-Est, vous êtes un résident de cette méga-région. Cette prise de contrôle numérique permet à ces régions de récolter le travail de tout le continent, sans avoir besoin de tout bétonner. Peut-être que le changement le plus surprenant sur la carte de 2050 sera le grand pivot du Nord. Pendant un siècle, l'histoire de l'Amérique était d'aller vers le sud et l'ouest pour le soleil. Alors que la chaleur dans la Sunbelt met les infrastructures à l'épreuve et que la montée des eaux menace les côtes de Floride et du Golfe, un vaste mouvement de retour vers le nord débute. La méga-région des Grands Lacs est en train d'être redéfinie comme le refuge climatique du XXIe siècle avec un accès à 20% de l'eau douce de surface mondiale. Des villes comme Chicago, Détroit et Buffalo connaissent un énorme essor démographique. Cette fois, elles reposent sur la sécurité hydrique. En 2050, les Grands Lacs pourraient redevenir la méga-région la plus vitale du pays, la puissance hydrique d'une nation assoiffée. À mesure que la prise de contrôle s'achève, les espaces vides entre les 11 îles deviendront des zones de services high-tech. Ces zones ne seront pas des terres en friche. Au contraire, ce seront des paysages automatisés de tracteurs autonomes, de parcs éoliens et de forêts capturant le carbone, la salle des machines des méga-régions. Il y aura très peu de personnes qui y vivront. Mais ce sera la Terre la plus surveillée et la plus productive de la planète. Lorsque vous regarderez la vue satellite Black Marble, en 2050, les 11 toiles lumineuses seront plus brillantes et plus connectées que jamais. Les anciennes frontières étatiques seront invisibles car devenues sans importance. Le véritable pouvoir réside dans les conseils régionaux qui gèrent l'eau, l'énergie et les données des îles. L'Amérique n'est plus une carte de 50 États. Ce sont 11 moteurs lumineux de l'activité humaine, s'étendant d'un océan à l'autre. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, alors pensez à vous abonner et à activer les notifications. Ça fait vraiment la différence. Merci encore, et je vous retrouve la prochaine fois sur Mapak.